Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 16h à Mogadiscio et 8h à Washington. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la deuxième des Mali Actualité, les titres. Peut-on parler de justice? Il faut attendre 3 ans pour obtenir un document de 2 semaines. C'est le cri de cœur d'un justiciable entendu en direct lors du lancement d'une ligne gratuite. Les gardes des Sceaux donnent des instructions fermes. Les forces égyptiennes se déploient en Somalie pour participer à la mission de l'Union africaine. Objectif, contribuer à la stabilité et à la sécurité dans le pays. Au Zimbabwe, l'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel, une réaction à un projet de réforme de la loi fondamentale qui vise à prolonger le mandat du président de 2 ans. Le président américain Donald Trump rencontre le premier ministre israélien à la Maison-Blanche. Sur la table, les dossiers iraniens. Donald Trump affirme avoir plaidé pour la poursuite des discussions avec Téhéran. Bamako, capitale du livre, le temps de la rentrée littéraire qui regroupe une vingtaine de pays. 5 jours pour débattre du thème l'Afrique dans le monde de demain et de rencontres pour nouer de nouveaux partenariats. Dans l'actu des sports, on parle de la Coupe du Mali dont le tirage au sort de la phase de Ligue de Bamako vient d'être effectué. Quant au championnat national de football, il observe une pause. Dans le visage de la chronique judiciaire, le trafic d'influence, cette pratique qui est punie par le code pénal, met en péril la transparence et l'intégrité des décisions publiques et privées. Plus d'explications en fin d'édition avec Garibou Pérou. C'est tout pour les titres. 5 chiffres pour révolutionner la justice malienne. Notez bien, 3611. C'est une ligne gratuite qui vous permet désormais d'informer sur la lenteur judiciaire. Un véritable outil de gouvernance lancé hier par le ministre en charge de la justice. Avec à la clé un fait sous forme d'interrogation qui fait réagir Mamour Kassogué. Peut-on encore parler de justice quand le verdict n'est pas rendu pendant 3 ans? C'est le cri de cœur d'un justiciable entendu en direct lors du lancement de la ligne gratuite. Face à cette situation, les gardes des Sceaux donnent des instructions fermes. Alousseni Touré y était pour Mali Actualité. 3 ans d'attente pour une décision de justice qui ne vient pas. Au bout du fil, le désarroi d'un citoyen. À l'autre extrémité, une oreille attentive et pas n'importe laquelle, celle du garde des Sceaux. L'inspecteur général des services judiciaires, Moussa Aliatara, dresse le constat en temps réel. J'ai échangé avec M. Sissé par rapport à sa décision en souffrance au niveau de la juridiction. Nous allons appeler le chef de la juridiction, le premier tribunal, pour lui demander de faire diligence dans 1 semaine que la décision soit disponible. Et en cas de résistance, nous allons vous revenir pour demander l'organisation d'une mission de terrain. Le dialogue est posé. Le ministre attend une solution immédiate. Mahamadou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Sur la ligne 3611, un appel d'un justiciable qui se plaint du comportement d'un acteur de la justice par rapport à la délivrance des décisions. Je trouve que le cas qui nous a été exposé est extrêmement grave parce qu'il est inadmissible qu'on doive attendre 3 ans pour entrer en possession d'un document qui devrait être délivré au bout de 15 jours. Face à cette situation, je vous instruis de prendre toutes les dispositions afin que le juge en question soit interpellé, que la décision soit rendue dans un délai que vous allez lui impartir et, s'il fait de la résistance, lever une mission d'inspection pour constater les faits et nous transmettre les rapports. Gibrila Aroubouna Maïga, directeur général de l'administration de la justice. Je vais de ce fait saisir l'inspecteur en chef pour recueillir les informations concernant ce dossier, le nom des parties, la date du jugement et le nom du juge ou bien des juges concernés. Après l'exécution des instructions, je vais vous revenir. Plus qu'une simple plateforme d'écoute, cette ligne 3611 s'impose comme un accélérateur de procédure orienté,
conseiller, mais surtout rassuré. Le justiciable n'est plus seul face à la machine judiciaire. Mahamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cela nous montre toute l'utilité de cette ligne Bingani Kunafoni, qui est un véritable outil de gouvernance. Dans la justice, nous avons le volet administration et le volet distribution. Donc la distribution de la justice est faite au niveau des juridictions, dans les différents palais. Et l'administration est faite au niveau central, au niveau du département, au niveau de l'inspection, au niveau des directions. Et c'est l'action combinée de ces deux entités qui permet à la justice de fonctionner de manière harmonieuse. Le marathon de la transparence continue. Les activités de cette semaine de la justice se poursuivent partout dans le pays jusqu'à samedi prochain. En attendant, l'ONG Karama Solidarity donne du sourire aux personnes démunies. Elle vient de lancer son opération Ramadan 2026 qui va toucher près de 30 000 familles vulnérables de Bamako et à l'intérieur du pays. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de passer le mois sacré sans grande difficulté. Le coût de l'opération est évalué à plus de 190 millions de francs CFA. C'est ce que nous rapporte Fantama Manientao. Durant le mois béni de Ramadan, l'ONG Karama Solidarity, comme accoutumé, accompagne les populations en leur distribuant des denrées alimentaires. Ces appuis permettent aux bénéficiaires de célébrer les mois sacrés dans le respect de leur culture et de leur religion. La présente opération Ramadan 2026 s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit d'une initiative d'appui à la sécurité alimentaire destinée aux populations vulnérables dans les zones d'intervention de Karama Solidarity à travers le monde, y compris au Mali. Souleymane Doumbia, chef du projet de l'ONG Karama Solidarity. L'opération Ramadan est une initiative d'assistance alimentaire qui contribue à améliorer la capacité d'accès aux aliments pendant le mois de Ramadan. Nous sommes conscients du faible volume de cette assistance, mais nous osons croire que cela pourrait certainement améliorer la situation alimentaire des bénéficiaires, que sont les personnes déplacées internes, les enfants talibés, des écoles coraniques, les ménages démunis et les enfants dans les centres de garderie à travers les districts de Bamako, la ville de Ségou et périphérie. Le département en charge des affaires religieuses encourage l'ensemble des associations et ONG dans leur élan de solidarité. Cissé Zeynep Keita, chargé des missions au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Cette cérémonie symbolise notre engagement collectif à faire du Ramadan non seulement un temps d'adoration, mais aussi un temps d'action sociale forte, capable d'apporter soulagement, dignité et espoir aux familles en situation de précarité. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes salue et félicite chaleureusement l'ONG Karama Solidarity ainsi que tous les donateurs, les organisations religieuses, les associations, les partenaires et les personnes de bonne volonté qui se mobilisent chaque année pour soutenir ces activités humanitaires. Votre générosité est une preuve vivante que la solidarité demeure une valeur fondamentale dans notre pays. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de coupons échangeables aux kits alimentaires à des personnes vulnérables du district de Bamako et environ. Et voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes, avec en première escale le Sénégal, où 109 étudiants interpellés en début de semaine dans le cadre des violences sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont été libérés à l'issue de leur audition. En revanche, la garde à vue de 3 responsables a été prolongée. La police leur reproche des troubles à l'ordre public, une participation à une manifestation non déclarée, la destruction de biens publics et privés, ainsi que des actes de vandalisme et de violence. Si le Front social est en ébullition au Sénégal, au Cameroun, en revanche, l'actualité est beaucoup plus politique. Le président Paul Biya annonce un réajustement du calendrier des élections législatives et municipales sans donner une date précise. Il s'exprimait mardi à l'occasion de la 60e journée de la jeunesse, initialement prévue pour 2025. Ces élections avaient déjà fait l'objet d'un premier décalage avec une reprogrammation annoncée pour début 2026. Le chef de l'État camerounais justifie le report de ces scrutins par certaines contraintes impérieuses sans en préciser leur nature. Au même moment, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'entretient au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Au menu des échanges, le sort des Sud-Africains enrôlés dans les forces russes et envoyés sur le front ukrainien. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur le rapatriement dès que possible des ressortissants sud-africains présents en Russie. Dans un communiqué publié mardi, les dirigeants sud-africains réaffirment le soutien indéfectible de son pays aux efforts diplomatiques et pacifiques visant à mettre fin au conflit russo-ukrainien. Autre pays qui
connaît une situation sécuritaire difficile, la Somalie, où les forces égyptiennes se déploient pour participer à la mission de l'Union africaine AMISOM. Selon les autorités, leur présence contribue à la stabilité et à la sécurité de la Somalie. Ces forces vont également soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer l'unité et la souveraineté du pays. Pendant ce temps, au Zimbabwe, des figures de l'opposition dénoncent un coup d'État constitutionnel après le lancement d'un vaste projet de réforme de la loi fondamentale. Cette loi devrait entre autres permettre au président actuel Emerson Mnangagwa de prolonger son mandat de 2 ans. En attendant l'approbation de cette réforme par le Parlement zimbabwéen, Madagascar de nouveau frappé par un cyclone. Le passage de Gézani sur la grande île mardi a fait au moins 31 morts. La deuxième ville du pays, Tamatave, a été balayée par des rafales de 250 km/h. Selon les autorités malgaches, près de 75% de la ville a été détruite. Quittons l'Afrique pour le vieux continent, précisément en France, où Marine Le Pen sera fixée sur son sort le 7 juillet prochain dans le procès en appel des assistants parlementaires du Rassemblement national. Des assistants payés par le Parlement européen mais soupçonnés de travailler pour le parti. Au dernier jour d'audience hier, la Cour s'est donné 5 mois de réflexion pour rendre sa sentence, alors que 4 ans de prison, dont 1 an ferme aménageable et 5 ans d'inéligibilité ont été requis contre la chef de file de l'extrême droite française, accusée avec 10 autres prévenus de détournement de fonds publics. De la justice à la diplomatie, direction les États-Unis, où le président Donald Trump a reçu hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche. Les échanges ont porté sur le dossier iranien et l'adhésion d'Israël au Conseil des pairs du président américain. À l'issue de la rencontre, Donald Trump affirme avoir plaidé pour la poursuite des discussions avec l'Iran afin de voir si oui ou non un accord peut être conclu. Nous restons aux États-Unis, où le président Donald Trump va accueillir plusieurs dirigeants des pays d'Amérique latine le 7 mars prochain lors d'un sommet à Miami. C'est ce qu'a indiqué un responsable de la Maison-Blanche. Il n'a pas donné de détails sur cet événement qui devrait notamment se dérouler avec les dirigeants de l'Argentine, du Paraguay, de la Bolivie, du Salvador, de l'Équateur et du Honduras. Retour au Mali pour parler de la littérature. Bamako, capitale du livre, le temps de la 18e édition de la rentrée littéraire qui regroupe les représentants de plus d'une vingtaine de pays. Ils ont 5 jours pour débattre du thème « L'Afrique dans le monde de demain ». Au menu également des expositions et rencontres pour nouer de nouveaux partenariats. Les explications de Tchomoko Kounati. Ne crois pas à celui qui te vend la haine comme un bateau. Une déclamation de poèmes par Djené Ibrahim, écrivaine malienne, pour émerveiller l'assistance. Ainsi, c'est parti pour la rentrée littéraire 18e édition. Ce rendez-vous annuel à dimension internationale qui s'étend sur 5 jours regroupe cette année des participants venus de 23 pays à travers le monde. Ibrahim Aya, directeur de la rentrée littéraire. Elle se tient d'abord dans un contexte pas simple. C'est aussi un contexte qui favorise quelque part aussi l'imaginaire et la création littéraire. Nous voulons inviter le public malien à investir les lieux où l'événement se tient à travers plusieurs rencontres, des cafés littéraires, des débats, des tables rondes, des dédicaces. Une immersion donc dans l'univers des lettres pour découvrir les potentialités dont ils disposent. Écrivains, éditeurs, promoteurs de librairies, lecteurs, chacun y trouve de quoi renforcer le contenu de sa besace. C'est le cas de l'artiste Rokia Traoré qui se berce dans la littérature avec une première parution de 211 pages. Intitulé « Je suis né libre », l'ouvrage fait un décryptage de l'aventure cauchemardesque vécue par la nouvelle écrivaine hors du pays. Rokia Traoré, artiste écrivaine. On n'a pas envie de penser à la prison, comme on n'a pas envie de penser à l'hôpital, on n'a pas envie de penser au cimetière. Mais ça peut nous arriver. Pour l'hôpital et le cimetière, c'est presque sûr. Cimetière, c'est certain. Hôpital, ça nous arrive souvent. Prison, on croit que en faisant tout ce qu'il faut pour ne pas arriver là, on n'arrivera pas là. Eh bien, moi, j'ai appris que si, on peut arriver là sans avoir rien fait. Traoré Hanan Keita, journaliste écrivaine. C'est comme une bouffée d'oxygène, tout intellectuel. Et pour les étudiants aussi. J'ai à mon actif 2 livres. Femmes sans avenir, je parle de la polygamie. Et si on relisait le Coran, je parle de comment on est passé carrément à côté du message de Dieu en mettant les hadiths au-dessus du Coran. Cette édition 2026 de la rentrée littéraire du Mali a pour thème l'Afrique dans le monde de demain. Un thème qui s'inspire des événements marquant l'actualité à travers le monde. Ibrahim Aya. Notre continent est quand même dans une situation pas simple, énormément de guerre, énormément d'instabilité. Et la rentrée littéraire, c'est un espace de débat et d'échange sur les enjeux de société. Amadou Sissabane, ministre de l'Éducation nationale. La littérature malienne, elle est très florissante en ce moment.
Je salue les jeunes écrivains qui publient, j'allais dire tous les jours, sans exagération, mais il faut s'ouvrir au monde. Les lettres sont donc à l'honneur à Bamako et c'est pendant 5 jours. Aux acteurs d'en tirer le maximum des profits. Dans l'actu des sports, on parle de la Coupe du Mali dont le tirage au sort de la phase Ligue de Bamako a été effectué. Nous sommes en football et nous y restons pour dire que la Fédération royale marocaine de la discipline annonce la programmation de 2 matchs amicaux pour mieux préparer la Coupe du Monde 2026. Plus de détails dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdul Karim Kaba. Football, la Coupe du Mali, la Ligue du district de Bamako a procédé au tirage au sort pour sa phase. Les affiches de la phase de la Ligue sont donc Stade Malien de Bamako FC Gaussou, le Djoliba AC jouera contre le représentant du district 5, l'AS de Bamako affrontera les 11 créateurs de Niarela, il y aura Afeyele Olympique, le FC Djara jouera contre Derby, Binga FC sera opposé au représentant du district 3, l'USFAS en découdra avec CFKS et l'ASCO affrontera l'ASCB. Sur le continent, à un jour de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, prévue demain vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie, le climat s'annonce déjà tendu. Selon plusieurs médias, ils sont plusieurs membres du comité qui envisageraient de ne pas se déplacer en Tanzanie. Demain vendredi, la CAF devra se pencher sur des dossiers brûlants, notamment la réforme du règlement après le retrait du Sénégal en finale de la CAN, ainsi que sur le statut du secrétaire général Véron Mosongo Omba, qui a dépassé l'âge limite pour exercer ses fonctions. Dans ce contexte, l'absence éventuelle de plusieurs membres influents, si elle s'est confirmée, pourrait alimenter les interrogations sur la cohésion interne de l'organisation. La Fédération royale marocaine de football a officiellement annoncé la programmation de 2 matchs amicaux pour l'équipe nationale dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique en juin prochain. Les Lions de la classe disputeront leur premier match contre l'équipe de l'Équateur le 27 mars prochain. Quant au deuxième match, il opposera l'équipe marocaine à son homologue paraguayenne le 31 mars prochain. Pour rappel, la Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada, au Mexique, avec un total de 104 matchs entre 48 équipes. Chronique judiciaire. Si vous utilisez illégalement ou de façon abusive votre pouvoir, vous commettez ce qu'on appelle le trafic d'influence, une pratique qui est punie par le code pénal, puisqu'elle met en péril la transparence et l'intégrité des décisions publiques et privées. Le trafic d'influence présente différentes facettes que nous découvrons dans la chronique judiciaire en rediffusion signée Garibou Pérou. Atteinte à l'équité, à l'honnêteté, à la droiture ou à l'intégrité, le trafic d'influence est une infraction, un délit ou un crime contre la nation, prévu dans l'article 243-78. Le trafic d'influence dans une formule imagée est un film interprété par 3 acteurs. Dr Oumar Kone, enseignant-chercheur à l'université Kourkan-Fouga de Bamako. Il y a l'intervention de 3 acteurs. Acteur 1, ça c'est le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est lui qui va avoir l'avantage. Donc, c'est lui qui fournit les avantages à l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, lui, il a de l'influence. Ça peut être une influence sociale, peut-être c'est quelqu'un qui a une certaine respectabilité dans la société, que tout le monde connaît, il a un carnet d'adresses très bien fourni, ou à travers sa fonction, il peut effectivement influencer sur une administration ou sur une autorité. Mais le chic, c'est que ce qui se passe entre le bénéficiaire et celui qui est la personne influente, le décideur n'est pas au courant. En quelque sorte, les deux là, ils trament une sorte de complicité sur le dos du décideur. De cette scène du trafic d'influence dégagent les produits de la corruption. Dr Oumar Kone, enseignant-chercheur. À la différence pour la corruption, c'est qu'il y a 2 intervenants. Celui qui va soit solliciter ou agréer des offres, des promesses auprès d'un décideur, notamment par exemple ce que le code dit, c'est étant fonctionnaire, c'est-à-dire une personne qui va solliciter auprès d'un fonctionnaire, de l'ordre administratif judiciaire, un expert judiciaire, un médecin, un chirurgien, afin que celui-ci accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte qui relève de sa fonction. Donc il y a 2. Celui qui va solliciter, là on parle de la corruption active, mais du côté du fonctionnaire qui va soit accepter ou même solliciter, là c'est la corruption
passive. Alors que dans le trafic d'influence, on a 3 intervenants. L'article 243-48 du Code pénal n'est pas tendre aux auteurs et complices. Le présent article prévoit la peine privative de liberté et une amende double de la valeur des promesses agréées. Le même article prévoit une peine d'emprisonnement de 10 ans et le Code ajoute que l'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 100 000 francs. Punissable, le trafic d'influence est ce phénomène qui porte atteinte au principe d'égalité. Il force aussitôt le jeu de la transparence. On suppose que si je vais abuser de ma confiance auprès de quelqu'un pour avoir un marché ou bien pour avoir des décorations, que ça ne préjudicie à personne. Or, c'est totalement le contraire. La conséquence directe, ça c'est le peuple, ça c'est l'État. Parce que ce qui va manquer, c'est que le principe de l'égalité des citoyens est déjà faussé. Et en plus, les sollicitations, les promesses, les avantages accordés devraient être de nature à alimenter davantage les caisses de l'État. Mais malheureusement, ce ne serait pas le cas. Donc, cela veut dire que ce soit la corruption ou le trafic d'influence, les conséquences sont énormes pour le citoyen lambda et pour l'État. Utilisé au quotidien mais méconnu par bon nombre, le trafic d'influence est une forme de terrorisme dirigé contre les décideurs. Et le constat malheureux qui se dégage, c'est que très peu d'agents échappent aux embuscades du trafic d'influence. Merci bien, Garibou au Pérou. Cette nouvelle qui vient juste de nous parvenir, un léger remaniement ministériel est intervenu ce jeudi. La lecture de la liste du nouveau gouvernement avec le secrétaire général de la présidence, Alouseni Diawara, qui était en direct dans un flash spécial sur ORTM 1. Je vous propose de l'écouter. Décret 2026-062 PTRM du 12 février 2026. Portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, vu la loi 2025-047 du 3 septembre 2025, portant loi organique fixant le nombre des membres du gouvernement, vu le décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Après consultation du Premier ministre, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée, Sadio Kamara. Ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, M. Alouseni Sanou. Ministre d'État, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, général de corps d'armée, Ismaël Ouagé. Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassogué. Ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, général de brigade Issa Ousmane Koulibaly. Ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, M. Yaya Gologo. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de division Daoud Ali Mohamedine. Ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Monsieur Abdoulaye Diop. Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Amadou Sy Savané. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Bourema Kansai. Ministre des Mines, M. Amadou Keïta. Ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Tchemoko Traoré. Ministre de la Santé et du Développement social, Colonel-Major Assa Badialo Touré. Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social,
M. Fassou Koulibaly, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Ataher, ministre de l'Agriculture, M. Ibrahima Samake, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Oumou Sal Sek, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diara Djeneba Sanogo, ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, M. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Doumbia Mariam Tangara, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Al-Hamoudou Ag Ilien, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Dafé, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, M. Mahamadou Kone, ministre de l'Élevage et de la Pêche, M. Youbaba, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, M. Mamani Nassiré. Article 2. Le présent décret qui abroge les dispositions du décret 2024-0658 PTRM du 21 novembre 2024 sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 12 février 2026. Le président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre, général des divisions Abdoulaye Maïga. Je vous remercie. C'était à l'instant le secrétaire général de la présidence, Al-Fousseni Diawara, qui lisait un décret présidentiel relatif à un léger remaniement ministériel intervenu ce jeudi 12 février 2026. Ainsi s'achève cette édition, la deuxième de Mali Actualité. Elle vous a été servie par Fousseni Sissoko à la mise en onde et au micro Bourama Traoré. Merci à Seydou Traoré qui m'a aidé à la préparer. Retrouvez juste après moi Adama Koulibaly pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.